Salut Aurélie. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aurélie, tu es députée La France Insoumise NUPES. Je dis encore NUPES parce que c'est quand même, oui, tu as raison. C'est quand même important, de Seine-Saint-Denis. Si je t'ai invité, c'est parce que Emmanuel Macron, dimanche, lors de son allocution aux 20h, a annoncé, enfin c'est pas une allocution d'ailleurs, c'était une interview, a annoncé un grand plan pour l'écologie. Bon, c'est pas la première fois qu'il annonce des grands plans pour l'écologie. Il a annoncé 40 milliards de dépenses d'ici à 2027. Ça ressemble à de la planification écologique. En tout cas, c'est comme ça que lui l'a appelé. Il y a pas mal d'objectifs qu'il s'est fixé, notamment la démocratisation des véhicules électriques, l'installation des RER dans plusieurs villes ou la sortie définitive du charbon. Comment toi tu juges à la fois en tant qu'économiste et en tant que député de la France Insoumise, comment est-ce que tu juges ce plan? Comme économiste, je juge que c'est un plan marketing. Voilà, à part ça, ça n'a rien à voir avec une planification. Bon, déjà, en termes de budget, hein, on est très très loin de ce qu'il faudrait. En réalité, il annonce 40 milliards. Mais en vrai, c'est plus 7 milliards par rapport à ce qui existe déjà par an. Or, il faut savoir que dans le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, qui étaient vraiment les économistes extrêmement proches d'Emmanuel Macron, ce rapport dit qu'il faudrait au moins plus 34 milliards, quoi. Donc, on est très très loin déjà en termes de budget de ce qu'il faudrait. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, ils se gargarisent d'un budget. Les médias captent pas, en fait, la plupart, hein, ils nous annoncent pas plus 40 milliards, ils nous annoncent juste plus 7 milliards, quoi. Donc déjà, ça restreint fortement l'ambition. Je rappelle quand même qu'il y a à peu près 150 milliards d'euros distribués aux entreprises par an. 150 milliards. Et là, on propose 7 milliards supplémentaires sur la transition écologique. C'est absolument ridicule. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder les faits. Et pas regarder le discours marketing d'Emmanuel Macron. Bon, prenons le RER métropolitain. Ok, bon, déjà, c'est des broutilles, ce qu'il annonce là, quelques millions d'euros, en gros, il se fera rien. Mais surtout, c'est voir l'état du métro et du RER et des transports publics à Paris et en Île-de-France qui font que les gens prennent leur bagnole. Moi, je suis députée jusqu'à Bondy-Nord. Bon, Bondy-Nord... les gens mettent 2 heures parfois pour aller travailler, puisque souvent, clairement, c'est des femmes de ménage qui partent à 5 heures du matin de chez elles, des mamans isolées, qui arrivent à 7 heures à la Défense. Souvent, elles font 2 plages horaires matin et soir, donc elles ne sont pas de retour avant 23 heures, parce qu'il y a à nouveau 2 heures retour. Et c'est des transports en public qui sont dans un état lamentable. Et en plus, les premiers de corvée, qui sont ceux qui en ont le plus besoin, il faut savoir que tous ces quartiers, moi par exemple dans ma circo, il n'y a pas un seul quartier prioritaire de la ville qui est à moins de 15 minutes des transports publics lourds, entre guillemets, c'est-à-dire RER, métro, etc. Pas moins de 15 minutes, quoi. Donc c'est-à-dire qu'en plus, les quartiers qui devraient être le plus reliés au transport en commun le sont en réalité le moins, à savoir les quartiers populaires, là où, comme par hasard, il y a eu les révoltes urbaines, quoi. Voilà. Donc on a des transports publics qui sont dans un état lamentable. Il suffit de prendre le RER et le métro. Je veux dire, hier soir, je prenais la ligne 8, j'ai attendu 3 métros, quoi, pour pouvoir rentrer. Voilà, donc évidemment que déjà, on a un gros problème de RER à Paris. Donc on commence, et en Île-de-France, qu'on commence par là. Le pass Navigo est à 85 €. Il est question qu'il passe à 120 €. Donc rien n'est fait pour prendre le transport en commun, disons quotidien. Rien n'est fait pour prendre le transport en commun occasionnel, le train en l'occurrence. Moi par exemple, ça m'arrive de revenir à Nîmes voir ma famille. À Nîmes, c'est moins cher en bagnole. Voilà. Ça revient moins cher en bagnole. Enfin, c'est juste hallucinant. Je veux dire, c'est 150 € au moins l'aller pour aller à Nîmes, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est la première des choses. Mais donc quand on entend Emmanuel Macron dire « j'aime la bagnole », en l'occurrence, il fait tout pour que non pas on aime la bagnole, mais qu'on soit obligé de prendre la bagnole. Voilà. Mais il a développé aussi un concept, il a dit effectivement j'aime la bagnole, ça a beaucoup fait réagir, mais il a aussi développé un concept, c'est l'écologie à la française. Voilà. Donc c'est ça qu'il a dit oui, ce sera une écologie qui ne soit pas une écologie de cure et pas non plus une écologie de déni.
qu'est-ce que ce serait une écologie à la française selon la France insoumise, selon Aurélie Trouvé. Et ce que je veux dire, c'est que il a quand même mis en place pas mal d'outils. Il a dit qu'il voulait faire de l'écologie une de ses priorités en 2017, lorsqu'il s'est présenté pour la première fois à l'élection présidentielle. Là, il a créé un conseil de la planification écologique quand il s'est fait réélire l'année dernière. Il y a eu le rapport Pisani-Ferry qui avance. Enfin, faut être honnête, même si c'est pas tout à fait la gauche de la gauche qui l'a rédigé, mais ils avancent des pistes qui sont quand même très intéressantes. Et comment ça se fait qu'on n'arrive pas en fait à faire cette bifurcation écologique ou plutôt, qu'est-ce qui pourrait faire, à la fois toi en tant que député, mais peut-être nous collectivement en tant que société civile, mouvements sociaux, syndicats, etc. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'enfin il se passe quelque chose et qu'on n'attende pas 2027 et l'espérance de prendre le pouvoir en 2027? Déjà, il ne se passe rien parce qu'on a un président qui, de toute manière, sert les riches et les multinationales. C'est le président du capitalisme financier. Or, comme disait René Dumont, le capitalisme, c'est l'exploitation du travail et du vivant. Donc, c'est un capitalisme exacerbé, c'est-à-dire une exploitation exacerbée du travail et du vivant. Donc, du coup, en fait, c'est un président destructeur de la planète. Tout ce qu'il fait est en réalité, c'est orwellien chez lui. Enfin, il y a une déconnexion totale. Il fait l'inverse de ce qu'il dit tout le temps. Voilà. Et c'est en ça qu'il a besoin de déguiser, de mettre un vernis vert, mais en fait, il met un vernis vert sur une grosse masse grise, quoi. Et donc, en attendant, la France va voter sans doute, contrairement à l'Allemagne, pour autoriser le glyphosate en Europe, voilà. Alors même qu'on pourrait, avec l'Allemagne, refuser, et sans doute ce serait refusé en Europe. Vous vous rendez compte, l'interdiction du glyphosate, qui est l'herbicide central en France. Nous sommes les premiers utilisateurs d'herbicides en Europe, faut quand même le savoir, et de glyphosate en particulier. Qu'est-ce qui fait l'A69, une autoroute qui est juste une aberration totale, économique, sociale et écologique? Qu'est-ce qui fait dans le même temps alors l'année dernière quand même, plus 12 milliards votés à la majorité de l'Assemblée nationale, y compris avec les Républicains, plus 12 milliards pour la rénovation énergétique des logements, retoqués par 49.3, plus 3 milliards pour le train, retoqué par 49.3. Donc en fait, il a retoqué tout ce qui pouvait, un tant soit peu, contrer l'exploitation du vivant, quoi. Tout, voilà. Ouais. Donc pour moi, au contraire, c'est un accélérateur de la destruction écologique, ce président Macron. Et moi, je prends l'exemple de Fesneau, le ministre de l'agrobusiness, Marc Fesneau, ministre de l'agrobusiness. Je n'ai jamais, ça fait 20 ans que je travaille sur la politique agricole, et je ne suis pas la seule à le penser, loin de là. Nous n'avons jamais vu de ministre de l'agriculture autant aux mains de l'agrobusiness. Jamais vu. C'est un truc hallucinant. Il remet en cause, y compris l'indépendance de l'ANSES qui autorise, évalue et autorise les pesticides. Là, il est question de mettre les méga-bassines comme dans la loi d'orientation agricole comme projet d'intérêt majeur. Enfin, c'est hallucinant. Il n'y aura plus besoin d'autorisation et ça sera même prioritaire dans les projets. Enfin, voilà. Donc, il y a une espèce, au contraire, pour moi, d'accélération du productivisme et de la destruction de la planète sous Macron. Et c'est extrêmement grave, par ailleurs. Donc, qu'est-ce que nous, on ferait si on arrivait au pouvoir? Déjà, une réelle planification écologique. Donc, prévoir sur 5-10 ans, en partant des besoins. Donc, besoin de réduction drastique des gaz à effet de serre, mais aussi, je le dis, de protection des milieux, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, de l'eau, des sols, de la biodiversité et de l'air. Bon. Donc, planification sur 10 ans, en croisant les besoins sociaux, les besoins écologiques. Mais déjà, il y a des mesures qui, de toute façon, dont on sait qu'elles sont bénéfiques sur les deux plans, social et écologique. La rénovation énergétique des logements, ça c'est très clair. Mais il faut y injecter effectivement 10-20 milliards d'euros. On a fait une proposition de loi dans la niche l'année dernière que je rapportais, qui était là-dessus. Reste à charge zéro, notamment pour tous les ménages les plus modestes pour faire la rénovation énergétique. Donc ça, c'est une première chose. Mais en fait, ça doit faire tous les secteurs, le logement, l'agriculture, le transport, l'industrie. Et donc, il faut prendre secteur par secteur en croisant besoins écologiques, besoins de la planète et besoins sociaux. Le truc, c'est aussi qu'il va falloir une grosse reconversion productive. Il va falloir assurer, notamment, par exemple, nous, on pense, et c'est très clair au vu des limites de la planète, il faut réduire drastiquement le trafic aérien.
Donc oui, il y aura des emplois en moins, en tout cas des emplois en moins, disons, des emplois en moins dans certains types de production du trafic aérien. Donc il faut penser sur 10 ans la transition de l'industrie aérienne vers, par exemple, la production d'autres types de transports ou d'autres types de trafic aérien, mais avec une réduction de ce trafic. Et pour ça, il faut travailler avec les syndicats, mais surtout, il faut la garantie de l'emploi. C'est-à-dire que toute personne sera assurée de retrouver un emploi au moins à qualification et revenu égal. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, il faut penser sur 10 ans toute cette transition, cette bifurcation. C'est pour ça que nous, on parle de bifurcation. C'est pas qu'une transition, c'est une vraie rupture à opérer dans les 5-10 ans, mais tout en gardant. Et c'est pour moi ça qui est important, c'est que il faut pas que ça se fasse contre les classes précaires et les classes moyennes, quoi. Et les travailleurs. Et les travailleurs. Donc, il faut penser tout ça avec les syndicats de salariés, avec les salariés eux-mêmes qui connaissent leur outil de production. On avait fait tout ce travail-là dans Plus Jamais Ça, le collectif avec la CGT, Greenpeace, tout ça, avec l'usine de La Chapelle d'Arblay. Comment on travaille sur une transition sur 5-10 ans. On l'a fait aussi avec certains sites de salariés de Total. Voilà. Mais alors c'est intéressant parce que justement tu parles de Plus Jamais Ça. Est-ce que Plus Jamais Ça, je sais qu'aujourd'hui tu n'es plus du côté des associations et des syndicats, hein. Tu l'as été lorsque tu étais à la tête d'Attaque, mais tu ne l'es plus. Est-ce que Plus Jamais Ça ou des organisations de ce type-là existent encore? Première chose. Et deuxième chose, tu dis c'est important qu'on travaille avec les syndicats. J'ai lu hier une lettre de Sophie Binet envoyée à Jean-Luc Mélenchon qui n'était pas piquée des hannetons vis-à-vis de Mélenchon après sa prise de parole à la fête de l'UMA dans l'émission Backseat, où en gros il est très sévère vis-à-vis des syndicats et de la CGT. Et donc Sophie Binet lui répond ça va quoi, genre il va falloir qu'on normalise en fait nos relations si on veut pouvoir travailler ensemble à un avenir meilleur pour les classes populaires quoi. Et donc du coup voilà, c'est pas vraiment au beau fixe les relations entre ta formation politique, la France Insoumise et les syndicats. Alors d'abord la lettre s'adresse plutôt, c'est vis-à-vis des propos sur Philippe Martinez, exactement, pas sur la CGT elle-même. Hein. Je le dis. Bon, voilà. Par ailleurs, moi, je veux bien qu'on parle de la lettre adressée à Jean-Luc. Moi, je veux regarder la FI dans son ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? On a aujourd'hui un collectif qui fonctionne à l'initiative de la CGT et de la FSU de Solidaire Attaque SOS Racisme, qui est un collectif qu'on veut pérenne. Qui évidemment ne remet aucunement en cause l'indépendance et l'autonomie de chacun, mais qui permet de travailler ensemble, d'avoir fait des appels, qui est une convergence programmatique, puisqu'on a porté ensemble des revendications, par exemple l'abrogation de la loi 2017 de Cazeneuve sur le permis de tuer des policiers. Donc c'est une convergence programmatique, un collectif d'action, et en plus un collectif qui se veut poursuivre le travail avec à égalité, je dirais, de présence et de présence, voilà, de participation des organisations associatives, politiques, syndicales, collectives de quartier, etc. Donc tu vois le verre à moitié plein. Moi, j'ai jamais vu une telle union. Je le dis aussi, pour l'instant, il y a les Verts, le NPA et l'AFI. Je trouve ça très dommage. Je le regrette qu'il n'y ait pas le PS et le PC parce que je pense que c'est un lieu extrêmement important de discussion, de dialogue, etc. Et donc oui, il faut que petit à petit, eh bien, on avance, on progresse dans les rapports entre les mouvements sociaux et les forces politiques. Il y a toujours eu des tensions, pas que entre la France insoumise et les mouvements sociaux, entre toute force politique et les mouvements sociaux. C'est l'histoire des mouvements sociaux et des forces politiques. Donc, on avance. Et aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est ça. Je prends les organisations. Je ne vais pas faire des polémiques sur les propos de telle ou telle personne. Bon. Je prends l'ensemble de nos organisations. Ce que je vois, c'est un collectif avec un périmètre inédit et j'espère pérenne. Et moi, en tout cas, depuis 20 ans, je pense que je n'avais jamais observé ça à ce degré-là. Donc, ça veut dire qu'on avance. Voilà. Donc moi, voilà, je préfère voir ça, voilà. Et ensuite, oui, de toute façon, voilà, on discute, on a des désaccords, y compris sur la façon dont on travaille ensemble. Et c'est bien normal qu'on se les exprime. Et je veux dire, ça ne nous empêche pas de continuer. D'ailleurs, dans la lettre, il est dit qu'on a rencontré la CGT au mois de juin, en juillet, voilà. On va les re-rencontrer, on va demander à rencontrer les autres syndicats. Et petit à petit, eh ben,
voilà, on apprend aussi à travailler ensemble. Donc toi, tu dirais que l'état de ce collectif, qu'on pourrait appeler la gauche, avec les partis, les syndicats et des associations, il se porte plutôt bien en ce moment. Tu dis que oui. il est... Parce que, excuse-moi, c'est pas forcément comme ça que on l'analyse, tu vois. Enfin, quand on voit aujourd'hui, si par exemple on prend par exemple juste les partis, on n'a pas vraiment l'impression qu'en ce moment ça va hyper bien entre la France Insoumise, les communistes et les socialistes. Alors quoi. là, on était sur les rapports. Je vais rester d'abord sur le rapport. C'est ce collectif en fait. Ouais. Comment est-ce qu'on fait ce Alors, collectif de gens de gauche? Pour moi, la gauche sociale et politique était dans la rue samedi. Voilà. Et dans ce collectif, on n'avait jamais réussi l'alliance avec les collectifs de quartiers populaires à ce point-là. À ce point-là. Et il y avait des dizaines de collectifs de familles de victimes de violences policières. Et ça s'est extrêmement bien passé. Enfin, la manif, honnêtement... je suis d'accord, elle était trop bien et j'y étais, mais il y avait 80 000 personnes. Donc c'est ça, la gauche sociale et politique, c'est 80 000 personnes. Non, c'est pour ça qu'on dit que c'est une première étape. Voilà. Alors après, c'était sur des mots d'ordre particuliers, c'était la rentrée, les gens vont extrêmement mal du fait de la vie de plus en plus chère. Voilà, donc c'est compliqué aussi. Là, on était sur une manif qui était sur les libertés publiques et les violences policières, voilà. Et franchement, oui, 80 000 personnes sur les violences policières. Je trouve que c'est franchement, on considère que c'est réussi. Et par ailleurs, que c'est une première étape. Et dans ce collectif, il faut quand même l'avoir en tête, il y a Greenpeace, il y a Alternatiba, il y a plein de mouvements, puisqu'on parlait de l'alliance écologique et sociale. Bon, donc on a un lieu pour se parler, pour échanger, pour construire, y compris programmatiquement, puisque on dit par exemple ensemble que nous voulons. C'était aussi une réaction à la mort de Naël et aux révoltes urbaines, cette affaire. Et donc on dit dedans, nous voulons un plan d'investissement public ambitieux en matière de services publics, etc. Qui est une manière de dire, et d'ailleurs on le dit dans l'appel, que les révoltes urbaines ont des raisons. Mais rien que de dire ça, et de dire du coup il faut refaire la police du sol au plafond, ce qu'on dit, il faut une refonte de la manière de gouverner la police, il faut ce plan d'investissement public ambitieux, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas rien de dire ça tous ensemble, quoi. Donc voilà, et pour moi, parce qu'on a quand même le réflexe à gauche toujours de regarder le petit truc qui va pas, quoi. Enfin, regardons où en sont les organisations les unes par rapport aux autres. Voilà, pour moi, c'est ça qui compte. C'est qu'on arrive petit à petit à ce type de collectif-là, voilà, qui inclut non pas seulement la France Insoumise, mais plusieurs forces politiques de gauche, qui inclut surtout beaucoup de mouvements sociaux, quoi. Voilà, pour moi, c'était là notre place. Oui, mais on est d'accord que tu as dit la gauche sociale et politique était dans la rue. Il manquait, en tout cas à l'appel, notamment dans les signataires, le Parti communiste français et le Parti socialiste qui n'étaient pas présents. Il y avait plein de communistes. Oui, c'est vrai. Et il y avait plusieurs fédés départementales, dont celle où je suis, la Seine-Saint-Denis, qui ont appelé à la manif. Donc ça, c'est une première chose. Il y avait aussi des socialistes. Alors ensuite, je pense que les socialistes, sans doute, étaient gênés par l'abrogation de la loi de 2017 de Cazeneuve, mais voilà, je pense qu'aussi eux-mêmes avancent là-dessus. Je crois qu'ils sont ils sont pour dire maintenant qu'il y a une évaluation qui les amènerait à remettre ça en cause. Bon, voilà, ils avancent aussi de leur côté. J'espère qu'ils vont nous rejoindre en réalité. Voilà, qu'ils vont rejoindre ce collectif. Et le PC, bon. Par contre, l'argument de Fabien Roussel, il est absolument malhonnête, je le dis, de dire je ne veux pas aller avec des gens qui disent tous les flics sont des bâtards. Voilà, tout le monde déteste la police. Je veux dire, à ce moment-là, ils ne faisaient pas les manifs contre la réforme des retraites, parce que les gens aussi criaient ça dans les manifs. Et en l'occurrence, il faudrait qu'ils s'interrogent pourquoi les gens viennent à crier ça, en fait. Oui, mais en fait, moi, il y a un truc, c'est que quand tu dis, moi, je regarde ce qui marche, etc. Mon problème, quand j'entends, je comprends en fait pourquoi c'est vraiment l'optimisme de la volonté en fait que tu prêches, mais du coup, tu nies aussi les problèmes en fait qu'il pourrait y avoir. Enfin, c'est-à-dire que il faut quand même aussi dresser le constat que
Aujourd'hui, il y a des problèmes dans cette NUPES, des problèmes dans les rapports entre les différents partis, d'acceptation en fait que, eh bien oui, il y a des gens chez vos partenaires qui détiennent une part de la vérité. C'est-à-dire, parce que moi j'ai été, j'avoue, assez interloqué par ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV lorsqu'il dit ah ben non mais moi j'aime pas mes partenaires. Bon, au-delà de cette petite phrase. Après il dit les écologistes c'est du jardinage parce qu'ils sont pas anticapitalistes, les socialistes ils sont mignons, les communistes ils sont pas révolutionnaires. Oui mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il traduit par là, au-delà de la petite phrase et que c'est rigolo, il dit il ne reconnaît aucune part de vérité dans le projet communiste, le projet écologiste ou le projet socialiste. Ce qui est un problème lorsque on veut travailler ensemble. Et la question, c'est comment est-ce que on arrive à travailler ensemble en portant des projets qui ne sont pas exactement les mêmes. Parce que tu l'as dit toi-même juste avant, tu as dit « j'espère qu'ils vont nous rejoindre ». Mais on peut pas... Non, alors attendez, de rejoindre le collectif, pas la France Insoumise. Oui. J'espère qu'ils vont rejoindre le collectif, bah oui. Et mais pour travailler ensemble. Bah bien sûr, qui par ailleurs a été pas initié par nous, mais par la CGT, la FSU, Solidaire, etc. Quand je dis j'espère qu'ils vont nous rejoindre, j'espère qu'ils vont rejoindre le collectif, avec toute sa diversité. Moi je suis pas d'accord avec tout le monde, et on n'est pas d'accord avec tout le monde dans ce collectif. Mais je veux dire, quand on a fait la NUPES il y a 1 an et demi, moi je te dis, hein, j'arrive d'attaque, tu vois, il y a 1 an et demi, tu m'aurais dit on va faire la NUPES, je l'ai dit d'ailleurs à Jérôme Gage, à une conférence à l'AFI, donc il n'y a aucun secret, hein. Il y avait Jérôme à côté, et il souriait, mais je dis, moi, je viens d'attaque, tu m'aurais dit qu'on allait faire la NUPES avec le Parti Socialiste, tu vois, voilà, et il se trouve que, tu sais ce qui nous a réunis? Le programme. Voilà. À partir de quel moment on s'est dit, parce que j'étais dans les négociations là, pendant les 13 jours, 13 nuits, à partir de quand, et ça c'est véridique, à partir de quand on s'est dit, entre nous, en fait ça peut le faire, c'est parce que ils nous ont dit ah bah oui, la retraite à 60 ans, ok, on peut en discuter, etc. Et donc en fait la seule chose qui nous relie vraiment, c'est quoi? C'est le programme. Okay. Par contre, moi j'ai un souci, hein, c'est quand j'entends dire ah bah il faut remettre en cause par exemple l'idée de la retraite à 60 ans, ça va pas. Parce que c'est la seule chose en réalité qui peut vraiment nous rallier. Et je le dis, c'est pas qu'on s'aime bien ou pas bien, etc. C'est pas le problème. C'est qu'est-ce qu'on porte ensemble quand on sera au gouvernement. Tu as parlé de ce cadre collectif avec les syndicats et les associations. Dans le cadre de la NUPES, est-ce que vous travaillez encore ensemble et comment est-ce que vous travaillez ensemble? Il y avait une promesse qui avait été faite avec ce Parlement de la NUPES. Où est-ce que ça en est, ce Parlement de la NUPES? Alors ça tombe bien, je vais pouvoir expliquer. Les choses très clairement. On avait donc le Parlement de l'Union populaire qu'on a transformé en Parlement de la NUPES au moment des législatives. Ça faisait partie de l'accord parce qu'on voulait un lieu. On voulait que ce lieu où il y avait 100, 150 personnes venues, j'aime pas ce terme, de la société civile, du monde artistique, scientifique et des mouvements sociaux. Pas que des députés, quoi. Voilà, on voulait parce que pour nous, le Parlement de l'Union populaire, c'était important dans la campagne. C'était pas un gadget. Au début, j'avais peur que ce soit juste un comité de soutien. En réalité, ça a été un lieu, y compris d'élaboration, de discussion avec Jean-Luc qui venait, Mélenchon, donc le candidat qui venait à chaque fois à toutes les réunions discuter, et ça, voilà, et je voyais très bien que ça alimentait aussi ses discours, etc. Bon, donc ce lieu-là, on a voulu le mettre à l'échelle de la NUPES. Donc on forme le Parlement de la NUPES pendant les législatives, ça dure 3 semaines, donc c'est très court. Et on dit voilà, on veut le continuer. Et là, le PC niette de principe, non de principe. Bon. Pendant toute l'année, on a essayé de le construire, de le relancer. Il y avait Charles Fournier des Verts, Sophie Taillé-Polian de Génération, Corinne Arassigouin du PS, voilà, et moi. Bon, on l'a porté, on a essayé de le relancer. Le PC disait non, 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 donc c'était compliqué, on faisait sans le PC. Et puis, au mois de mai, Marine Tondelier me dit les Verts non plus ne feront pas l'Agora. Par ailleurs, on avait transformé le Parlement, on voulait le transformer en agora pour reprendre le terme du parti d'Olivier Faure, qui était une manière de dire, c'est pas que l'héritage de l'AFI et de l'Union populaire, c'est aussi une partie, voilà, c'est quelque chose dont on s'empare tous collectivement. Voilà, et non le principe des Verts. Donc à partir du moment où vous avez les Verts et le PC, c'est-à-dire 2 sur des 4 partis des forces politiques qui vous disent non, le truc tombe à l'eau. Voilà. Donc là, c'est enterré. Pour l'instant, mais alors voilà, donc là, moi, je l'abandonne. Je pense qu'on le reprendra sous une autre forme. Voilà, il faut voir là, mais là, clairement, oui. Mais c'est quoi les arguments à la fois du Parti communiste et de Marine Tondelier des Verts
pour ne pas participer à ça? Enfin, c'est pas non plus très contraignant. Alors, c'est compliqué parce que le PC, ça a toujours été... mais nous, on a des rapports avec les mouvements sociaux qui sont pas ceux que vous avez. Nous, ça nous va très bien d'avoir des réunions avec... en bilatéral avec chacun des syndicats, etc. On s'adresse de direction à direction des organisations, mais un lieu comme ça ne nous intéresse pas. Bon, voilà, c'est leur explication officielle. Les Verts, j'ai jamais eu d'écrit, donc je vais pas... Voilà. Mais bon, tu avoueras que c'est quand même assez problématique quant à l'état de vos relations. Ah bah oui, bah, par exemple, on est censé avoir des réunions tous les lundis matins, on les a plus. Entre responsables de parti. Moi, j'y vais, donc je fais partie des... Mais tu vas toute seule? Enfin, j'y vais. Du coup, non, mais du coup, il y a qui, si tu me dis, ils viennent plus? Bah, pour la FI, c'est Emmanuel Bompard et moi. Voilà. Donc, on est 2-3 par parti, par force politique à discuter entre partis le lundi matin. Bon. Mais s'il n'y a pas le PC, il n'y a pas les Verts, vous êtes avec qui? Ah non, alors ça, c'est l'Agora qu'ils ont. Ah, ok, mais là, à cette réunion, il y a l'inter-orga, c'est entre les directions. Et là, ils viennent. Le parti communiste vient. De fait, il y a des problèmes d'agenda depuis plusieurs semaines. Donc, donc vous y allez tout seul avec Emmanuel Bompard prendre un café. Non, bah du coup, elles se font pas, quoi. Voilà. Mais bon, ça c'est alors ça c'est entre je dirais tête d'appareil, entre tête d'appareil politique. Bon. Après, il y a donc l'Agora ne fonctionne pas. À mon avis, ça aurait été quand même un lieu d'ouverture, de respiration, un poumon, un lieu de débat, voilà. Bon. Donc la tête ne marche pas, les poumons ne marchent pas, qu'est-ce qui marche? La tête ne marche pas. Alors il reste l'Assemblée nationale quand même. Alors on s'est dit l'Assemblée nationale, ok. Donc là il se fait des choses. Là il y a un contre-projet sur le budget qui va être présenté. Qui a été présenté par ailleurs. Moi, par exemple, sur la loi d'orientation agricole, je travaille avec Dominique Potier, avec André Chassaigne, qui sont pas, en tout cas, Potier n'est pas le plus pro-NUPES qui soit, tu vois, mais on arrive à travailler ensemble, on va avec Marie Pochon, donc voilà, on construit, on va faire un événement à l'Assemblée nationale, on va travailler un alter-projet, etc. Donc, on fait des choses concrètement. Ça, c'est rien que sur la loi agricole. Bon. On s'entend sur les amendements pour en avoir des identiques. Là, je sais pas, par exemple, hier soir, je dis à André Chassaigne, ah, mais tu te rends compte, sur le projet de loi plein emploi, ils mettent les bénéficiaires du RSA agricole, c'est n'importe quoi. Donc, il me dit, ah bon, bah d'accord, je vais réagir, etc. Bon, voilà. Donc, il y a ce travail quand même qui reste quotidien. Bon. En même temps, je vais pas te mentir, tu l'as vu dans les médias, quand on fait la dernière réunion intergroupe NUPES, c'est-à-dire tous les députés de la NUPES, sur 150 députés, on était 30. Bon. Ce qui montre quand même que y a plus cette appétence, quoi. Voilà. Donc oui, je vais pas nier les difficultés. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une phase très de grosses difficultés. Voilà. Et du coup, et notamment parce que il y a pas que ça, mais il y a la question évidemment des sénatoriales qui a été quand même un moment de tension. En gros, la France insoumise était, voilà, tu as vu les débats, mais on a été évincés complètement. Aujourd'hui, les européennes, on nous dit il n'y aura pas d'union non plus. Donc, en fait, à quoi sert la NUPES si on n'est pas unis sur les principales élections, quoi. Je le dis franchement. Enfin, comment penser qu'on puisse être unis au présidentiel quand on n'arrive pas à toutes les élections d'avant? Toutes. Comment penser qu'on peut être unis au présidentiel quand on nous refuse l'Agora? Quand voilà, c'est ça qui, quand il y a des problèmes d'agenda pour les réunions, enfin, ça va pas. Voilà. Et donc, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que tu comptes faire? Comment tu comptes initier en fait cette bifurcation? On peut pas continuer comme ça. On est bien d'accord. Si on veut prendre le pouvoir en 2027, on va pas continuer à chercher des poux pendant 3 ans. Je le dis. Je pense que sans union, d'une manière, il faut qu'on ait l'union la plus grande possible. Je pense que c'est du moins la meilleure chance de prendre le pouvoir demain et de transformer concrètement la vie des gens. On le doit aux gens, en fait. Moi, mais ça, c'est un mantra. L'union est un mantra. Mais est-ce que tu est-ce que tu te dis peut-être que genre à la France insoumise, il y a des trucs qu'on fait mal et peut-être qu'il faut qu'on change notre manière d'interagir avec les autres, notre façon de parler, etc. Je sais pas, pour que enfin il se passe quelque chose qui fasse que. Mais je crois pas que c'est le ton, la façon de parler. Mais j'en sais rien, moi. Je le dis franchement. Alors où est le problème? Le problème, c'est le programme de la NUPES. Oui ou non.
est-on OK sur le programme de la NUPES qui est la base et ensuite on l'enrichit? Si oui, on est d'accord sur un programme de la NUPES, si oui, on est d'accord, tu vois bien que sur les européennes, c'est le programme qui est au centre. Qu'est-ce qu'on nous rétorque? On n'est pas assez d'accord sur les questions européennes. Excuse-moi, parce que pour le coup, moi j'ai bossé 20 ans sur la politique agricole commune et les institutions européennes. Je peux te dire que celui qui a le plus de pouvoir en France en matière européenne, c'est qui? C'est pas les députés européens, hein. C'est le président de la République et les ministres. Parce qu'on le voit, par exemple, sur le glyphosate. Qu'est-ce qui compte? C'est la voix de la France au Conseil des ministres le 12 et 13 octobre. Donc dire qu'on n'est pas assez d'accord sur l'Europe, donc on ne peut pas avoir une liste commune, mais on pourrait avoir un président commun, ça va pas. Ça va pas. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, la seule façon de s'en sortir, c'est de revenir, d'arrêter la popole, les tons, les machins, les trucs. Enfin, moi, c'est pas, par ailleurs, c'est pas mon, voilà, je viens pas de là et pour moi, ce qui importe, c'est les idées et le programme. Voilà. Comment on se remet d'accord sur le programme de la NUPES et on l'enrichit petit à petit. Mais je le dis clairement, si c'est pour remettre en cause, par exemple, la retraite à 60 ans, il y a un problème. Parce que pour moi, la plus grosse réussite centrale de la NUPES, c'est d'avoir repositionné la gauche sur une ligne de rupture. Je rappelle quand même pourquoi la gauche était dans cet état-là, parce que 5 ans de François Hollande, qui a fait croire qu'il était de gauche, alors qu'il n'a pas fait une politique de gauche, et qui a dégoûté plein de gens de la gauche. C'est lui qui a plongé la gauche dans l'état où elle était, pardon. Et donc pour moi, ce qui sortait la gauche de ce marasme, c'était de se repositionner sur une ligne de rupture avec le système. Voilà, on n'est pas une gauche d'accompagnement du capitalisme financier. Et c'est ça qui compte. Et il faut qu'on en revienne à ça, parce que si on en revient aux questions de personnes, de machin, de ton, de négo, ça ne marchera pas. Voilà, c'est ce que, sincèrement, je pense. Hein. Et je trouve que l'initiative des jeunes de la NUPES sur l'Europe, elle est bonne. De quoi ils partent? Du programme. Ils disent, voilà, regardez, on a trouvé 160 mesures. Vos chicanes, vos machins, etc. Regardons les 160 mesures, voyons si on peut se mettre d'accord là-dessus. Voilà. Mais ça ne marche pas. Ben, on va voir. Il y a des rendez-vous, non? Donc, oui, il y a des rendez-vous. Moi, jusqu'au jour de dépôt des listes, j'y crois. Tant mieux. Non, mais je le dis aussi parce qu'à un moment, il faut qu'on regarde les gens, quoi. Enfin, les gens, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, là? C'est-à-dire qu'on leur a fait miroiter la NUPES pendant... Enfin, je veux dire, ça fait 1 an et demi qu'on leur parle de la NUPES et de la possibilité de victoire grâce à l'union. Et là, ils vont nous regarder les 4 en train d'essayer de nous saborder les uns les autres pour être devant l'autre. C'est ça le spectacle qu'on veut... Et ça va être rebelote en plus pour les municipales. Oui, mais c'est ça qu'on veut offrir. Et moi, je pense qu'à un moment, je le dis, ça, je finirai là-dessus, je pense que on va voir du côté de la base des gens, parce qu'à un moment, les gens aussi, quoi, ils sont à moitié en train de crever de faim. Enfin, c'est ça qui se passe en ce moment. Je veux dire, il y a une personne sur 3 qui saute un repas faute d'argent. Il y a un moment, peut-être que la base peut aussi nous rattraper. Et moi, c'est pour ça que je voulais absolument le Parlement de la NUPES ou l'Agora, parce que les gens qui sont pas dans les forces politiques nous disent à un moment, vous déconnez, quoi. Vous déconnez de pas vous unir aux européennes, par exemple. Voilà. Et je le dis, moi, je me sens en phase aujourd'hui avec ma force politique et la France Insoumise, parce qu'on continue à porter cette idée de l'union sur le programme de la NUPES. Voilà. Ben écoute, optimisme de la volonté. Mais comme bon, tu dis, il y a des réunions à venir. Tu sais, moi je viens du mouvement altermondialiste, un autre monde est possible. Donc tu m'enlèveras pas cet espoir et cet optimisme de la volonté. Merci beaucoup Aurélie. Merci à toi.